L'informatique est quelque chose de récent. Il y a 50 ans, les ordinateurs se limitaient souvent à des grosses machines dans des salles dédiées, les jeux vidéo se jouaient sur une table et les bureaux de travail étaient équipés de classeurs et de machines à écrire. Puis en quelques années, tout a changé. Et d'année en année, je me plonge dans les revues pour documenter ces changements. On arrive maintenant dans cette série en 1989, après une année 1988 finalement assez calme, l'année 1989 sera une année de transition. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et donc, cette fois-ci, on va parler de 1989. À l'arrivée des premiers micro-ordinateurs, tout était à construire. Chaque constructeur développait ses propres standards, et les fichiers, programmes et périphériques étaient incompatibles entre les différentes marques, voire même au sein d'une même gamme. Mais en 1989, le paysage informatique s'est stabilisé. Il y a moins de types de machines, elles sont plus standardisées, et surtout, permettent enfin un échange de données plus simple, que ce soit entre collègues ou entre amis. Je vais vous présenter, pour démarrer, les différents types de machines. On commence par Amstrad, le leader en France, mais pour combien de temps ? En 1988, la marque la plus vendue en France, c'était Amstrad. Avec 3 gammes d'ordinateurs incompatibles entre elles, bien sûr, Amstrad dominait encore le marché, mais la situation commence à changer. Il y avait d'abord les CPC, qui était une gamme née en 1984 avec le 464 à cassette, puis en 1985 avec le 6128 à disquette, sont en fin de vie. Il reste des machines de choix pour le jeu vidéo, notamment le 6128 qui continue à séduire pour Noël 1989. Mais pour un usage sérieux, leur époque touche à sa fin. Quelques accessoires sortent encore pour repousser leurs limites, mais la concurrence des machines 16 bits se fait sérieusement sentir. Les PCW, conçus pour le travail de bureau à moindre coût, disparaissent progressivement. Toujours au catalogue, mais sans aucun impact médiatique, ces machines sont de plus en plus oubliées. Et enfin, les compatibles IBM PC de la marque connaissent des fortunes diverses. Les anciens modèles comme les PC 1640 et les PPC, les modèles portables, se vendent encore très bien, auprès notamment des étudiants et des petites entreprises. En revanche, les nouveaux modèles souffrent de nombreux problèmes techniques, et les ventes ne décollent pas. Amstrad tente d'endiguer la mauvaise presse en attaquant en justice les magazines qui critiquent trop leurs produits. Ce n'est jamais très bon signe. Une nouvelle machine grand public est attendue pour 1990, peut-être même une console de jeu. Mais à propos des CPC, un détail m'a frappé en feuilletant les revues de l'époque, elles publiaient parfois des programmes complets en assembleur, sous forme de codes hexadécimaux, et même des hacks pour obtenir des vies infinies dans certains jeux. Je savais que les listings en basique étaient courants, mais là on franchit un cap. Écrire un programme complet en hexadécimal devrait être un cauchemar. Mais bon, les programmes Amstrad étaient peut-être compliqués à trouver en disquette 3 pouces, donc c'était une façon d'un côté d'économiser le prix d'un jeu, à condition d'avoir encore des disquettes vierges sous la main. L'autre grand français, c'était Thomson. C'est l'autre marque marquante des années 80 en France, donc Thomson, qui, après avoir fourni des milliers de TO et MO aux écoles françaises, la firme abandonne complètement l'informatique en 1989. Le support technique est garanti jusqu'en mars 1990, mais après, mystère. Les derniers stocks de TO8, TO8D et les compatibles PC, les TO16, sont bradés à des prix cassés. Mais que feront les utilisateurs une fois que les pièces de rechange viendront à manquer? On ne sait pas. Y aura-t-il encore des programmes pour quelques années? On ne sait pas non plus. L'arrêt de cette gamme laisse un goût amer. Aurait-il été possible de sauver l'informatique grand public française? J'en parlerai peut-être plus en détail dans une vidéo dédiée. L'autre grand standard du début des années 80, c'était le MSX. On a ici la sortie du MSX2+, une petite révolution, donc basée toujours sur le processeur Z80. La Knox MSX2 Plus est annoncée. Cette machine offre des capacités vidéo impressionnantes, donc 19 000 couleurs affichables en même temps, et une puce sonore issue du Yamaha DX7, qui était le synthétiseur emblématique des années 80. On aurait pu rêver d'une arrivée en Europe, mais en réalité, cette évolution du MSX ne quittera jamais le Japon. Ensuite, Commodore, et notamment son Amiga, peut en attendre d'une révolution. Chez Commodore, 1989 est une année sans grande annonce pour l'Amiga. On a un petit modèle intermédiaire, l'Amiga 2500, qui voit le jour. Il reprend donc l'Amiga 2000, qui était le modèle haut de gamme, mais avec une nouvelle carte processeur équipée du 68020. L'Amiga est de plus en plus utilisé dans les médias, notamment les effets spéciaux TV, publicité, animation, etc. Les périphériques se multiplient pour étendre ses capacités graphiques et sonores. Un émulateur Macintosh fait également son apparition. Grâce au fait que l'Amiga et le Mac partagent le même processeur, le 68000, l'émulation est rapide, à condition de récupérer la ROM du Mac, ce qu'Apple ne distribue évidemment pas à la concurrence.
Cependant, malgré ses capacités, l'Amiga reste boudé par les grands éditeurs de logiciels. Heureusement, une seule alternative très active produit de nombreux shareware, freeware, démos, etc. Ce qui fait qu'on a énormément de choses dans le domaine public, mais on n'en entend pas forcément énormément parler malgré ses capacités qui sont franchement sympas. D'un autre côté, l'Atari ST, qui est le rival historique de l'Amiga, va donner quelques surprises cette année-là. On a notamment l'arrivée de l'Atari Portfolio, qui ne fait pas partie de la gamme Atari ST, c'est un compatible PC, mais le premier véritable ultra portable, donc un petit portable de poche, j'en parlerai un petit peu après dans la partie dédiée. On a l'Atari Stacy, qui est une version portable du ST, pareil, qui est quand même assez petite pour un ordinateur portable de cette époque-là, qui est conçu notamment pour les musiciens avec une interface MIDI intégrée. Et enfin, eh bien, l'Atari STE, E comme Ernst, qui est une évolution majeure du ST, avec notamment eh bien, un affichage en 4096 couleurs et du son échantillonné. Mais ces améliorations eh bien, nuisent à la compatibilité avec les anciens logiciels. Atari nous promet et prépare déjà un modèle encore plus puissant pour 1990. On connaît déjà son nom, ça va être le TT. D'un autre côté, sur une machine qu'on va de nouveau pas beaucoup entendre parler en France, mais qui pourtant a eu son petit succès de l'autre côté de la Manche, il s'agit de l'Acorn A3000. Qui est sorti aussi en 1989, c'était un ordinateur personnel qui faisait partie de la gamme Archimède. Il s'adressait principalement au marché éducatif et offrait plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent. Notamment, eh bien, il était compact, un peu comme les Amiga 500 et les Atari 520 et 1040. Son processeur, c'est un ARM de à 8 MHz. Qui est un processeur RISC et qui offrait des très bonnes performances pour l'époque. On le mettait en face du 386 DX25 qui était le processeur PC le plus puissant. Nouvelle ROM, donc système d'exploitation RISC-OS 2 qui était beaucoup plus performant et intuitif que son prédécesseur. Et ensuite, eh bien, il était livré avec 1 mégaoctet de RAM en standard, des graphismes avancés. Malheureusement, eh bien, il a principalement été vendu pour le marché éducatif en Grande-Bretagne et on le trouvait très difficilement en France et à l'international. Et surtout qu'il était en face des ordinateurs comme l'Amiga 500 et l'Atari ST ou même certains compatibles PC qui étaient beaucoup plus répandus et moins chers en dehors de la Grande-Bretagne. Ensuite, eh bien, une autre machine qui était rare en France, il s'agit du FM Town, qui est lancé par Fujitsu en 1989. C'est aussi un système très innovant, qui lui possédait, comme les compatibles IBM PC, un 386DX à 16 MHz. Il possédait un lecteur CD-ROM, ce qui était rare pour l'époque. Capacité graphique donc équivalent du VGA en 640 480 en 16 couleurs ou 320 240 256 couleurs, mais parmi le choix de 4096 couleurs. Il possédait aussi de l'audio avec du son PCM et une puce Yamaha YM2612 qui est notamment celle utilisée dans la Mega Drive, donc ce qui permet de faire pas mal de choses au niveau musique. Il est basé sur un système d'exploitation basé sur MS-DOS mais avec une interface propriétaire. On a vu beaucoup de logiciels éducatifs, multimédia et des jeux exclusifs qui sont sortis dessus, comme le Secret Monkey Island et Loom, qui ont eu une version améliorée spécialement sur cette machine. Malheureusement, eh bien, elle est restée confinée au Japon. Les compatibles PC, les compatibles BASIC, donc qui se basent sur les machines conçues par IBM au début des années 80, le marché continue d'évoluer. Avec donc notamment on a une guerre avec le MCA qui est le standard moderne entre guillemets créé par IBM mais qui est cette fois-ci fermé, donc les autres doivent payer des brevets pour accéder, et d'un autre côté les concurrents d'IBM ont créé donc la norme EISA pour faire une alternative rétrocompatible avec notamment les anciens PC et avec une architecture ouverte. Finalement, eh bien, de cette guerre, en tout cas en 1989, la majorité des machines vendues restent des machines classiques avec des anciennes architectures qui prennent des cartes 16 bits, donc ISA, donc qui reprennent ce qu'on trouvait sur les premiers IBM PC. Les performances progressent avec l'arrivée donc du 386 à 33 MHz et l'annonce du 80-486 qui promet d'être 4 fois plus rapide que son prédécesseur. Les portables explosent en popularité, on a notamment Atari et Zenith qui sortent des minuscules compatibles IBM XT à pile, tandis que Toshiba propose des portables plus performants et légers mais quand même plus gros, avec un vrai clavier cette fois-ci, et Compaq qui propose notamment un portable moderne, modulaire, qui fait aussi bien que les machines de bureau mais au prix d'une machine très chère et lourde. L'Atari Portfolio, c'est vraiment une machine de poche avec un processeur 8088 comme les anciens PC XT,
et avec des applications sur cartouche et un stockage donc limité sur une carte mémoire ou alors sur un lecteur de disquette externe aussi gros que la machine, alors que le Zenith eh bien, propose lui un lecteur de disquette intégré dans la machine, mais au format miniature de 2 pouces, qu'on ne verra pas dans autre chose, alors qu'il aurait aimé que ce soit la nouvelle norme. Les premiers prototypes de tablettes tactiles font leur apparition, donc ça reste pour des applications très spécifiques. Sur les PC, malgré des nouvelles améliorations, eh bien chaque mois, ça reste qu'en 1989, presque la moitié des machines vendues en Europe étaient des machines compatibles PCI-XT, donc avec des 80-88 ou 80-86, comme notamment ce genre de Tandy, Amstrad et Olivetti, qui bien que limité et bien techniquement pour 1989, faisait tourner la majorité des applications classiques, majorité aussi des jeux qui tournaient à l'époque sur ce genre de machine. Puisque les PC restent quand même ennuyeux et coûteux, mais ils sont désormais le choix par défaut en entreprise. Donc quand les particuliers ne savent pas quoi prendre, ils prennent quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser de la même façon chez eux comme au boulot. En 1989, Apple est déjà un acteur majeur de l'informatique personnelle, mais la marque se cherche. Le Macintosh, lancé en 1984, a trouvé son public dans le milieu créatif, mais reste très cher face aux compatibles PC et aux Atari ST et Amiga. Il y a la sortie des Macintosh 2 CI, qui est le premier Mac équipé donc de cache de niveau 2, une avancée qui améliore nettement les performances, et il utilise donc un Motorola 68030 à 25 MHz, le meilleur de cette architecture Motorola 68000, avec son coprocesseur arithmétique, ce qui en fait la machine très puissante pour l'époque. Ce Mac permet d'afficher 16,8 millions de couleurs avec le nouveau système Quick Draw. Elle fait concurrence ici aux stations de travail que l'on verra après. D'un autre côté, on a le Macintosh SE30, qui est une évolution du Macintosh SE, qui est à ce moment-là le meilleur Mac compact produit. Il embarque lui aussi un 68030, ce qui le rend bien, presque aussi performant que son aîné le 2CI, mais dans un format compact tout en un. Le processeur ici est cadencé à 16 MHz, alors qu'il est capable de tourner à 25 MHz, mais pour faire des économies et pour pas avoir besoin de système de refroidissement, ce processeur est bridé. Cette machine possède une carte son dérivée de l'Apple II GS. Ces deux Macs peuvent enfin lire et écrire les disquettes 3 pouces et demi haute densité dans le même format que les PC grâce à un nouveau lecteur de disquettes et un programme fourni avec le nouveau système qui permet la compatibilité. D'un autre côté, on a le Macintosh portable qui a un look innovant. C'est le premier ordinateur portable qui a un trackball à côté du clavier pour remplacer la souris, en plus d'un superbe écran LCD à matrice active, en noir et blanc seulement. C'est le premier portable à avoir un mode hibernation. Équipé d'un 68000, il est aussi puissant que les anciens Mac SE, mais ces innovations ont un prix et un poids, 7,2 kg à la balance, et l'équivalent de 30 000 €. Le tout pour une autonomie limitée. Autant dire que le succès ne sera pas complètement au rendez-vous. Et ce sera même un très gros flop qui coûtera la place au responsable de la recherche et développement chez Apple, Jean-Louis Gasset, à l'époque. Une entreprise tentera de lancer un compatible Macintosh, le Jonathan. Les premiers tests sont faits et sont plutôt élogieux, mais ça attirera les foudres d'Apple avant sa commercialisation en France, donc il ne sera jamais commercialisé. Et enfin, à cause des capacités sonores de l'Apple II GS, qui était quand même assez réputé, puis des nouveaux Macintosh SE30 et 2CI, Apple Corps, qui est la maison d'édition des Beatles, porte plainte contre Apple, car ils avaient promis de ne pas se lancer dans tout ce qui touche à la musique, et ici, Apple Corps trouve que les nouveaux Apple ressemblent un peu trop à des instruments de musique. Mais bon, ces machines confirment l'intérêt des professionnels pour le Mac, notamment dans la publication assistée par ordinateur et le graphisme. On verra tout ça dans la partie logicielle. Je vous ai parlé des ordinateurs personnels, c'est ce qu'on trouve le plus souvent, mais pour beaucoup d'utilisations, leurs performances à l'époque ne suffisent pas. Il y a alors d'autres types de machines, que l'on voit peut-être moins vu leur prix, mais qui sont indispensables en entreprise. Donc au-delà du PC, on a les stations de travail, les mini et les mainframe. Les stations de travail sont des ordinateurs haut de gamme, bien plus puissants qu'un PC classique, utilisés donc pour les tâches exigeantes CAO, donc la conception assistée par ordinateur, le calcul scientifique, animation 3D, imagerie médicale, etc. En 1989, les leaders du marché sont Sun Microsystems, Silicon Graphics, Apollo et HP, et IBM qui est un peu présent partout. Les stations de travail donc qu'on retrouve principalement, pour le graphisme, ça va être la Silicon Graphics Iris 4D, donc spécialisée dans tout ce qui est modélisation 3D et animation, et elle est équipée d'un processeur MIPS R3000 et avec entre 8 et 64 mégaoctets de RAM. Donc ce qui est beaucoup plus que le standard qu'on trouvait sur les ordinateurs personnels de l'époque où c'était entre 1 mégaoctet et 4 mégaoctets
pour des modèles un peu plus pro. Ensuite, on retrouve la Sun SparkStation 1, que l'on retrouve beaucoup dans la recherche scientifique. Elle est équipée du Spark RISC-4 à 20 MHz. Et puis enfin, l'Apollo DN10000, qui est donc leader dans tout ce qui est imagerie. HP rachète d'ailleurs Apollo en 1989. Et enfin, la star entre guillemets de 1989, c'est la station NextCube de Steve Jobs, qui a été poussée vers la sortie donc de chez Apple en 1985. Il développe son entreprise depuis ce temps-là, donc sort une station de travail qui possède pas mal de choses innovantes. Bien qu'elle soit basée sur le 68030 comme les Macintosh haut de gamme, elle possède donc un écran haute résolution noir et blanc. Le système d'exploitation de la machine est NextStep, qui est basé sur un Unix mais avec une interface graphique vectorielle basée sur le PostScript et qui se programme avec des concepts orientés objets. Il sera la base des systèmes macOS 10 et iOS moderne, mais bon là je vais un peu trop loin dans le temps. Elle trouvera rapidement sa place dans la recherche scientifique et dans certains domaines graphiques. Et donc, contrairement au PC sous DOS, ces machines tournent principalement sous Unix ou alors avec des systèmes propriétaires et coûtent plusieurs dizaines voire centaines de milliers de francs de l'époque. Encore un peu plus haut, on a les mini-ordinateurs, qui sont un peu l'entre-deux-mondes. Là, on n'est pas pour faire du graphisme, mais on est plutôt pour gérer des réseaux ou ce genre de choses. Ce sont des machines qu'on trouve plutôt dans les entreprises et dans les universités, capables de gérer plusieurs utilisateurs en même temps. Et donc, quelques modèles emblématiques en 1989, on a le DEC VAX 6000, qui est une référence dans le mode scientifique et académique. L'IBM S400, qui est le système incontournable pour la gestion d'entreprise qu'on va encore retrouver pas mal de temps après. Et ensuite, les HP 3000 qui sont énormément utilisés dans l'industrie et la finance. Ces machines ne sont pas des ordinateurs personnels, elles sont souvent partagées entre plusieurs utilisateurs, chacun accédant au système via un terminal connecté en réseau. Ils ont été remplacés de plus en plus par des serveurs sous Unix et les stations de travail haut de gamme, mais on retrouvera certains modèles assez longtemps, notamment dans les entreprises, les universités et les laboratoires. Compaq propose un hybride qui est un ancêtre de nos serveurs modernes, basé donc sur un double 386 DX25. Il permet de s'approcher sérieusement des performances d'un mini pour un prix un peu plus bas, bien que coûtant plus ou moins l'équivalent de 130 000 francs de l'époque. C'est pas vraiment un PC de jeu. Les mini-ordinateurs en 1989 disparaissent de plus en plus avec l'arrivée des stations de travail RISC, des serveurs Unix et les performances des mainframes continuent à s'améliorer rendant certains mini-ordinateurs obsolètes. Et enfin, les stations de travail se connectent de plus en plus en réseau et permettent d'obtenir des performances similaires pour tout ce qui est gestion de bases de données. Et enfin, les derniers systèmes, les mainframes, qui sont au cœur des grandes entreprises. Donc là, c'est des machines qu'on ne voit pas du tout dans le grand public, elles sont cachées dans des salles serveurs. C'est des ordinateurs immenses qui gèrent des grosses bases de données, des traitements lourds, pour notamment banque, assurance, administration et grandes entreprises. Ce qu'on va retrouver en 1989, l'Unisys 2200 qui est utilisé énormément par les gouvernements, le Bull DPS qui est un système français qu'on verra aussi dans les systèmes gouvernementaux. Et enfin, pour les calculs scientifiques assez intensifs, on a le Cray YMP qui était déjà sorti en 1988, mais qui peut maintenant être équipé de 8 processeurs vectoriels et qui peut attendre 2 gigaflops, qui est principalement utilisé notamment par la NASA, les centres de recherche et les militaires pour des calculs intensifs. Et on a les Japonais qui se lancent dans la course avec le Fujitsu WP2000 qui sont très utilisés donc dans la recherche scientifique et entreprises japonaises, et d'un autre côté le NEC SX3 qui est le supercalculateur japonais lancé en 1989 qui surpasse temporairement les Cray, et le modèle SX3 44R pouvait atteindre 22 gigaflops qui est un record pour l'époque, qui était utilisé principalement pour la modélisation climatique et les calculs scientifiques. Ces machines coûtent des millions, nécessitent des salles climatisées et des équipes entières pour les gérer. De l'autre côté du spectre des machines, on a les consoles de jeux. Il va y avoir pas mal de nouveautés en 1989. Là, je parle que du matériel. On a la Nintendo Game Boy, donc qui sortira au Japon en avril 1989, la verra qu'en 1990 en France, qui a révolutionné le jeu portable et s'est vendu au total à plus de 118 millions d'exemplaires. Ses caractéristiques techniques, donc c'est un processeur Sharp qui est lui-même basé sur le Z80 qu'on retrouvait sur les Amstrad CPC, les ZX Spectrum et les MSX par exemple, avec 8 kilooctets de mémoire vive, 8 kilooctets de mémoire vidéo, donc géré sur son écran monochrome 160 sur 144 pixels, avait un système son de 4 canaux sonores et s'alimentait avec 4 piles R6, ce qui lui faisait à peu près 15 heures d'autonomie. Et d'un autre côté, on a une autre console portable
qui elle a un écran couleur et des capacités multijoueurs dès le départ, mais qui était beaucoup plus chère. Cette fois-ci, elle est avec l'autre processeur phare donc des années 70-80, un 6502 à 4 MHz, possède 64 kilo-octets de mémoire vive, un écran couleur un petit peu moins défini que la Game Boy de 160 sur 102 pixels, mais par contre peut afficher 16 couleurs en même temps, a aussi 4 canaux sonores, stocke aussi ses données sur des cartouches ROM, et par contre est alimenté avec 6 piles R6 et 6 piles donnent seulement à peu près 4 heures d'autonomie, donc 4 fois moins que la Game Boy. Et puis d'un autre côté, on a les grosses consoles de salon, ce qu'on a appelé l'arrivée de l'ère des consoles 16 bits, donc avec des processeurs comme le nom l'indique, 16 bits, qui remplaçaient donc les consoles 8 bits. Aucune ne sortira en France en 1989, mais elles sortent déjà dans plusieurs pays. On va avoir notamment la Sega Genesis, qui s'appellera la Mega Drive chez nous. Elle possède un Motorola 68000 à 7,6 MHz, donc le processeur qu'on a déjà retrouvé dans les Atari ST, Mac et Amiga par exemple. Elle a un coprocesseur Z80 qui gère le son et la compatibilité avec l'ancienne console, la Master System. Elle a 64 kilo-octets de RAM, 64 kilo-octets de mémoire vidéo, gère un affichage de 320 sur 224 pixels et en 64 couleurs, un chipset son de synthèse FM, donc le Yamaha YM2612 qu'on a retrouvé un peu partout, et un deuxième chipset son Texas Instruments. Et enfin, eh bien, comme les autres, elle stocke sur des cartouches avec de la ROM. Et enfin, l'autre console 16 bits qui était déjà sortie en 1987, mais qui aura des grosses évolutions en 89. On la verra pointer son bout de son nez, notamment en Europe, qui est la PC Engine, avec un processeur HUC 6280. Elle a 8 kilo-octets de RAM et 64 kilo-octets de mémoire vidéo. Elle est capable d'afficher 256 sur 239 pixels et 482 couleurs en même temps, et elle a des ROM de 20 mégaoctets, mais par contre ça va être la première console grand public à avoir en option en 1989 un lecteur de CD-ROM, donc ce qui pourra stocker des jeux qui feront jusqu'à 550 mégaoctets. Toujours dans le jeu vidéo, les bandes d'arcade passent aussi quasiment toutes à des processeurs 16 bits. Leurs bases donc sont similaires aux deux dernières consoles, avec donc des processeurs basés sur le 68000, mais ont souvent bien plus de RAM, des coprocesseurs graphiques et son qui permettent d'avoir des graphismes et des sons beaucoup plus évolués que les consoles. On a notamment en 89, on retrouve le Sega System 7 et System 18 basés sur le 68000, le Capcom CPS 1, le Namco System 1 et 2 et le SNK Neo Geo MVS. Et donc pour les bornes d'arcade, c'est une année où la 3D commence à émerger, bien que la majorité des jeux restent encore en 2D avec des sprites qui sont de plus en plus détaillés. 1989 marque donc la fin de l'époque du 8 bits et le début de la transition vers une informatique beaucoup plus standardisée. Dans la prochaine partie, on parlera logiciel, périphérique, jeux, et puis un petit peu de piratage dont on a pas mal entendu parler en 1989. J'ai dû faire cet épisode en deux parties comparé à habituellement, puisque j'ai mis vraiment beaucoup de temps sur le montage, et avant de terminer la deuxième partie, j'en ai profité quand même pour vous publier la vidéo en deux parties, comme ça vous fait attendre un peu moins. Mais sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo en 1989, et puis bien sûr après on continuera si je peux sur 1990. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!